Bonjour, on va pouvoir commencer. Désolé pour ce léger retard. Merci d'être parmi nous à cet après-midi qui s'inscrit dans le cadre de la saison marocaine. Et évidemment, le thème est important puisque on a essayé de donner la parole à de nouvelles voix romanesques marocaines qui viennent pour la première fois à l'Institut du monde arabe et ils appartiennent aussi à deux expressions arabophones et francophones, et chacun des romanciers représente, traduit un imaginaire et une écriture. Et on a aussi le bonheur d'avoir parmi nous deux écrivains néerlandophones, puisque cette littérature, le roman marocain en particulier, se conjugue sous différentes formes et aussi s'écrit en plusieurs langues. Abdelkader Ben Ali et Saïd El-Haji, on regrette que Bouazzar, l'un aussi des grands écrivains marocains d'expression néerlandophone, ne soit pas parmi nous, mais peut-être ce sera pour la prochaine fois lors d'une autre rencontre, en dehors évidemment de la saison marocaine. Et cette rencontre a été préparée en partenariat avec l'ambassade du Royaume de Hollande qui nous ont soutenus et qui sont présents à travers deux manifestations. L'une déjà est passée sur le sujet de la Syrie, le désarmement chimique de la Syrie, et cette rencontre de cet après-midi donc nous a permis de rencontrer, d'inviter deux auteurs parmi les plus reconnus en Hollande. Voilà, je remercie les auteurs et les écrivains marocains qui sont venus de Marrakech, de Casa. Je remercie également Hanan Darqawi qui vient du sud de la France, et ce sont évidemment Hayat Liamani qui vit à Paris. Donc ce sont des écrivains qui sont issus de différents horizons géographiques, mais qui ont le Maroc en commun, comme Maroc comme imaginaire et comme rêve, comme désir aussi de le traduire dans leur écriture romanesque. Voilà. Je remercie particulièrement Salim Jey, qui est non seulement un romancier, mais aussi un critique littéraire, et il tient une chronique dans le magazine de l'Institut du monde arabe, Kantara, et derrière lui, il y a une œuvre d'essais et de romans, une trentaine de livres, dont le dernier, évidemment, est consacré à Roland Topor. Et il a été derrière une anthologie des écrivains marocains, et c'est l'un des travaux de référence en la matière. Voilà, sans plus tarder, d'ailleurs, je lui passe le micro, et je vous remercie encore une fois d'être parmi nous cet après-midi, avec un temps qui n'est guère clément ni accueillant, mais quand même vous êtes là, et c'est un bonheur de partager ces moments avec vous. Merci, et à toi Salim. Mesdames, Messieurs, je veux me joindre à Mahdi pour vous remercier de votre présence, naturellement,
Je veux dire ma joie d'avoir ces confrères avec nous, particulièrement les amis néerlandophones, puisque, on le sait trop peu, les écrivains d'origine marocaine de langue néerlandaise sont parmi les meilleurs écrivains marocains. Et c'est sûr qu'il pourrait y avoir 20, 30 autres auteurs de talent avec nous. Et par exemple, d'ailleurs, notre ami Mahati Kabbal, que vous venez d'entendre, et qui est lui-même un nouvelliste de langue arabe et de langue française, dont vous pouvez lire un recueil de nouvelles qui s'appelle « Je t'ai à l'œil », et c'est un nouvelliste irrésistible. Mais son humilité lui a interdit de se joindre à nous cet après-midi. Alors, à défaut donc de l'entendre parler de son art de nouvelliste, nous avons la chance d'avoir d'autres nouvellistes à cette table. Et je voudrais commencer avec une dame dont aucun livre n'est disponible en langue française, hélas, et qui est cependant traduite en anglais et qui écrit en arabe. Je pense qu'il est parfaitement naturel de commencer avec un auteur arabophone, car on donne un peu trop souvent en France de la littérature marocaine une idée fausse en évoquant quasiment que les auteurs francophones, voire néerlandophones. Et c'est une aberration que je pense qu'il faut travailler à éviter quand on en a l'occasion. Hanan Derkaoui, vous êtes donc un auteur, ou une auteure, dirons-nous, de langue arabe qui vit en France, dans le sud de la France, un peu comme Witold Gombrowicz, qui était polonais, vivait dans le sud de la France à la fin de sa vie et écrivait en polonais. Vous écrivez en arabe. Je voudrais vous demander d'abord de nous donner les titres de vos ouvrages, bien sûr, qui ont été publiés en arabe, et aussi de vous demander qu'est-ce que c'est que d'être un écrivain dans sa langue maternelle à l'étranger. Quel ressenti vous avez? Je vous demande ça d'autant plus que je connais le cas d'une romancière irakienne de langue arabe qui vit à Paris et qui, en 15 ans, n'a pas appris le français, car c'était un blocage psychologique. Elle avait peur qu'on lui vole sa langue maternelle en devenant bilingue. Vous-même êtes une parfaite francophone, mais vous avez choisi d'écrire en arabe. Donc, qu'est-ce que le pourquoi de ce choix et de sa pérennité et le sens que vous donnez aussi au fait de vivre hors d'un pays arabophone tout en étant un écrivain arabophone? Merci Salim Jay pour cette question, pour cette présentation. En fait, c'est plus compliqué dans mon cas parce que la langue arabe n'est pas ma langue maternelle. Donc la langue arabe est une langue que j'ai rencontrée à l'école. J'étais complètement berbère dans un petit village du sud du Maroc, donc à côté du désert. Et à l'école, mon père obtient un travail en ville et on va aller en ville et je découvre l'arabe au premier cours du CP. Donc c'est pas ma langue maternelle, mais c'est une langue qui a eu tout de suite, assez rapidement, qui a eu une fascination sur moi. En fait, c'était la langue arabe, elle est venue dans ma vie parce que je suis d'une famille soufie, donc de descendance de famille soufie, donc on avait la pratique ou le rituel du sophisme à la maison chez mon grand-oncle et je le voyais lire un livre et me parler avec une langue qui n'était pas la langue de l'Oasis où je vivais, mais c'était une autre langue. Et cette langue, en fait, il était très doux, il était très câlin, très doux surtout, et très spirituel. Et tout d'un coup, la langue arabe, j'avais 4-5 ans, la langue arabe a pris cette dimension du spirituel, de la douceur,
Et à l'école, ça n'a pas raté parce que j'étais fascinée par cette langue dès le début. Donc, passé bien sûr le premier semestre de CP où j'étais classée 49e en classe. Donc, passé cet épisode du CP. Donc après, c'était une fascination. Et bien que j'écrive, au début, j'avais commencé, mes débuts étaient aussi en français. Donc j'écris aussi en parallèle en français. Mais la langue arabe reste une fascination pour moi. C'est la fascination de la petite fille devant son grand-oncle qui parle une langue qui n'est pas celle du village. Et c'est la fascination des textes fondamentaux de l'arabe, la beauté du Coran, la beauté des textes des sophies. Je ne peux pas écrire, je ne peux pas m'imaginer sans écrire en arabe, en fait. C'est devenu, depuis l'âge de 6 ans, ma deuxième identité. C'est devenu mon refuge. C'est presque une langue maternelle pour moi maintenant. Cette fascination pour le soufisme infiltre d'ailleurs maintenant la littérature marocaine de langue française, et on peut le voir par exemple dans le dernier roman de Fouad Laroui, le dernier des Six El Massi, où il y a une espèce de mutation, de transformation d'un individu qui est un ingénieur et qui devient une sorte d'anachorète et qui lit les grands textes soufis. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, mais puisque vous avez parlé de vos origines berbères, du berbère comme langue maternelle, je vais me tourner vers le romancier Mohamed Nedali, qui, lui, a avec la langue arabe une relation, je dirais, moins effusive, moins fusionnelle. Et dans son dernier roman, Le Jardin des Pleurs, qui vient de paraître, donc, et qui a été écrit directement en français, comme toute son œuvre, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube, la langue arabe est traitée avec une sorte de suspicion, dirais-je, à travers la presse de langue arabe, et lorsqu'un protagoniste éventuellement a le nez plongé dans un journal de langue arabe, on sent que le narrateur a une espèce de mouvement de recul. Alors, cette question des langues, au fond, elle est illustrée dans un très joli texte que Mohamed Nedali avait publié dans un magazine littéraire marocain qui n'existe plus, sur sa fascination pour un groupe de musiciens berbères, Izenzaren. Et je crois que c'est à partir de ces gens-là que vous pouvez, Mohamed, nous parler, au fond, de votre rapport à la beauté de la langue, quelque langue que ce soit. Merci, Salim, pour cette présentation. Pour répondre à la question, la beauté de la langue, c'est quelque chose de fondamental dans mon village, déjà. Je suis né dans un contexte où les gens sont très sensibles. Ils l'étaient, ils le restent encore aujourd'hui. Quand je dis les gens, c'est-à-dire les paysans du village, qui ne sont pas scolarisés. Mais ils sont très sensibles à la beauté de la langue, à la figure du style, à la métaphore, à la phrase bien tournée. Et je me souviens que une phrase bien dite fait tout de suite le tour du village. Une belle comparaison, une figure de style, il fait tout de suite le tour du village. Et je crois que je dois beaucoup à ces gens, dans tout ce qui forme ma sensibilité littéraire, ma sensibilité à la poésie. Chez nous, les dits ne comptent pas beaucoup. C'est la façon de le dire qui prime. Et il faut que la phrase coule de source. Il faut qu'il y ait des rimes intérieures. Et on se souvient des gens de par les phrases qu'ils ont prononcées dans un contexte ou dans un autre. Donc, sur ce plan, je n'ai absolument rien appris. L'école ne m'a absolument rien appris. C'est plutôt les gens avec qui j'ai grandi, qui sont des berbères. Parce que, Madame Darqawi le disait tout à l'heure, c'est à peu près le même parcours. Jusqu'à l'âge de 7 ans, je n'ai jamais prononcé un seul mot en arabe. Eh bien, je vous dirais la shijara bainana, ce qui signifie pas de dispute entre nous. C'est parfait.
Et donc, je vais me retourner vers nos amis néerlandais qui, en matière de langue, ont une expérience qui nous apparaît comme particulièrement excitante et exotique à nous Marocains, pour qui la Hollande était d'abord, si j'ose dire, un fromage. Et grâce à eux, elle est devenue aussi une langue, une belle langue certains d'entre nous avaient par exemple lu Harry Mulisch ou d'autres écrivains néerlandophones. Il y a par exemple un Belge formidable qui écrit en néerlandais et qui s'appelle Tom Lanois. Mais nous sommes bien contents qu'il y ait plusieurs romanciers néerlandophones dont les parents sont nés au Maroc, si eux-mêmes ne sont pas toujours nés au Maroc. Et alors nous regrettons, comme l'a dit Mahati tout à l'heure, l'absence de Hafid Bouazza, mais pour bien vous montrer un indice de la transformation des tempéraments à travers les générations dans l'émigration, je crois que Hafid Bouazza est un bon modèle, parce que de parents musulmans marocains, il est devenu un Néerlandais, et ce Néerlandais a été témoin du problème que posait, soi-disant, une femme qui était députée néerlandaise et d'origine asiatique, et cette femme protestait contre le traitement des femmes en terre d'islam. Les ambassadeurs des pays musulmans au royaume de Hollande ont protesté, et Hafid Bouazza, qui est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, a écrit un article où il accusait les ambassadeurs arabes ou musulmans, ou arabes et musulmans, il a utilisé un mot néerlandais, mais un mot néerlandais dont la racine est hébraïque, c'est-à-dire un mot qu'on emploie tous les jours à Tel Aviv, et c'est le mot, et d'ailleurs quelquefois à juste raison, et c'est le mot culot en hébreu qui se dit chutzpah. Et donc on ne s'attendait pas naturellement qu'un Marocain ait cet instinct linguistique, n'est-ce pas? Et tout le charme de nos auteurs néerlandophones, marocains par leurs parents en tout cas, c'est que non seulement ils ne doutent de rien, comme on dit pour les gens qui ont du culot, mais ils ne s'interdisent rien dans leurs récits. Mais à ce charme s'ajoute le fait que c'est pas seulement le culot qui fait le charme de ce qu'ils écrivent, mais manifestement un sens de la langue très remarquable. Ils ont tous d'ailleurs bénéficié de traducteurs en langue française excellents, et lorsque j'écrivais mon dictionnaire des écrivains marocains, qui est paru en 2005, ça a été un enchantement de voir arriver ces trois romanciers néerlandophones avec une manière tout à fait authentique de se livrer au lecteur, et en même temps de l'humour, de la fantaisie, le sens de la facétie et le goût de la liberté. Alors cette question de la langue, je voudrais demander d'abord à Saïd El Hadji de me dire comment cette histoire de langue il la ressent, comment il l'éprouve, parce que dans son roman Les jours de Chaïtan, qui est un livre vraiment extraordinaire, et c'est simplement la difficulté qu'il y a à faire lire au public français un roman traduit du néerlandais qui a fait que ce livre n'a pas encore la réputation qu'il mérite.
il y a la question de la langue à travers la parole coranique du patriarche. Et le livre de Saïd El-Hajji a la même vigueur iconoclaste que celui de Hafid Bouazza qui a été traduit en français. Mais ce qui m'a frappé dans les jours de Shaitan, c'est que l'auteur a un vrai sens du respect pour chacun des protagonistes de sa fable. Et c'est une chose très importante pour un romancier d'apprendre à respecter les protagonistes qu'il invente, car c'est très facile de se moquer des créatures qui naissent du bout de son stylo, et c'est plus difficile de les respecter tout en les rendant attrayants. Alors, la langue, Saïd, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ik ben opgegroeid in een gezin van 6 kinderen. En daar was ik een van de jongste. In dat gezin werd niet heel erg gemakkelijk, of eigenlijk helemaal niet gesproken over je innerlijke belevingswereld. Er was geen taal voor. Er werd veel gepraat over religie. Mijn oudere broers die spraken wel eens over politiek. En lange tijd, echt heel lang, tot aan mijn 18 of zo, had ik werkelijk geen taal om te begrijpen wat ik zelf doormaakte, wat ik zelf voelde. Ik heb dan ook heel lang het gevoel gehad dat ik een beetje geen grond onder mijn voeten had. Toen ik literatuur ontdekte, dat was pas op mijn 18e, was het alsof er een deur openging opeens werd taal een universum waarin ik kon wonen. En ik greep werkelijk van alles aan. Alles wat ik kon lezen, dat las ik. En ik besefte ineens ook dat ik er zelf gebruik van kon maken om te onderzoeken wat ik zelf nou al die tijd heb meegemaakt. Wat ik zelf nou allemaal heb doorvoeld. Ik ben gaan schrijven, maar ik schreef in allerlei verschillende stijlen, verschillende toonsoorten. Als het maar iets waarvan ik dacht van, dit weerspiegelt iets van mijn innerlijke wereld. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk aan het onderzoeken wat die innerlijke belevingswereld van mij nou inhoudt en welke taal daar nou het beste bij past. Ik ben nog steeds aan het zoeken. Ik heb geen vaste taal. Iedere keer ben ik weer op de een of andere manier gevangen door een bepaalde stijl, toonsoort. Ja? Ja? Precies. Ja, je mag het ook vertellen trouwens. Ja, het is anders een lang verhaal. Je vais commencer par le début. Alors, il est important que je vous dise que je suis un des plus jeunes d'une famille de 6 enfants. Et en fait, il était important aussi d'exprimer que nous n'avions pas de discussion sur ce que nous ressentions. Il n'y avait pas de langue ni de mots. Plus fort, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de langue, là. Il n'y avait pas de langue ni de mots pour exprimer nos émotions. Mes frères les plus âgés on parlait beaucoup de religion, mes frères les plus âgés de temps en temps de politique, mais jusqu'à l'âge de 18 ans, en fait, je n'avais aucune façon de comprendre par une langue ce que je ressentais. Je ne pouvais pas l'exprimer. Et même, j'avais l'impression que je n'avais pas un sol sur lequel je pouvais me poser. À l'âge de 18 ans, je découvre la littérature, et c'était comme si une porte s'ouvrait grande. Tout d'un coup, la langue est devenue l'univers dans lequel je pouvais habiter.
j'ai commencé à dévorer tout ce qui était écrit et lire tous les livres que je pouvais rencontrer. Et je réalisais que c'était le seul moyen de commencer à découvrir, à étudier ce que j'avais vécu pendant tant d'années et ce que j'avais ressenti et quelles étaient mes émotions. Je me suis rendu compte aussi que je pouvais me servir de cette langue pour m'exprimer à mon tour. Et j'ai commencé à écrire dans différents styles, dans différentes tonalités, dans différentes façons. Et ainsi refléter mon monde intérieur. À partir de ce moment, je commençais à chercher le meilleur moyen de m'exprimer. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé la langue, la manière qui correspond le mieux à exprimer ce que je ressens. Ce n'est pas l'impression que donne la lecture du roman de Saïd. On a au contraire l'impression d'une confidence extrêmement fine, extrêmement subtile, extrêmement pensée, et qui parvient à communiquer tous les soubresauts des émotions et toutes les implications des événements. C'est un livre sur la difficulté non pas d'être, mais de devenir, d'advenir à soi-même. Et il y a quelque chose d'éclatant dans la manière dont cette difficulté est vaincue. Alors, un compatriote de Saïd, Abdelkader Ben Ali, exprime dans ses livres, en tout cas pour les 2 romans de lui que je connais, un sens de la verve beaucoup plus frénétique, dirais-je, avec peut-être une joie plus intense, un goût pour la vie plus éruptif. Mais je crois qu'il y a un second roman de Saïd qui n'a pas encore été traduit en français et qui est peut-être plus joyeux que son premier roman. Abdelkader, je voudrais vous demander, vous avez bien conscience que le Maroc que vous évoquez est un Maroc de rêve, de fantasme, hein, et alors que celui que notre Benjamin Reda Dalil évoque dans le Job à propos de la classe moyenne marocaine qui se rêve devenant classe moyenne supérieure et puis qui peut se retrouver au chômage, eh bien, c'est le Maroc réel, etc. Mais ce que je voudrais vous demander, puisque vous connaissez tout de même fort bien le Maroc et que vous l'aimez assez pour y avoir acquis, me dit-on, un pied-à-terre, eh bien, est-ce que vous voyez des points communs, contrairement à ce que d'aucuns pourraient imaginer, entre le Maroc, le pays de vos parents, et la Hollande, votre pays d'aujourd'hui? Non, le Maroc d'aujourd'hui et le Pays-Bas, on n'a rien à faire. Il n'y a pas de semblance, il n'y a pas de... Mais quand même, le seul point commun, ce n'est pas les négociations sur la sécurité sociale. Il n'y a pas de point commun entre le Maroc et le Pays-Bas, pas du tout. Ils sont 2 pays totalement différents. Et ça, j'aime bien, parce que je suis grandi à Pays-Bas, rêvant d'un Maroc qui n'existe pas, qui existe seulement dans la chambre d'hôte, le salle d'hôte, dans la cuisine, avec la nourriture et avec les histoires de mes parents qui parlent toujours de la famille là, dans le village, en Irzazan, c'est un petit village, pas très connu au Maroc, et seulement connu en Pays-Bas parce que je suis né à Irzazan et quand j'entre dans une présentation, les gens essaient de difficulté à prononcer l'Irzazan parce que y a beaucoup de Z dans le nom. Et déjà là-bas commence la confusion culturelle, on peut dire, parce que
Déjà, vous êtes écrivain qui écrit en hollandais perfectement, qui s'exprime en hollandais perfectement, mais vous êtes né dans un village qui n'est pas un nom hollandais, qui n'existe pas en Pays-Bas, c'est quelque chose, c'est un village au Maroc, et là-bas commence déjà l'idée qui gouverne mon littérature, toujours l'idée qui je suis dans mon identité linguistique. Parce que Justement, oui, Abdelkader, dans oui. votre roman Noces à la mer, Oui. il y a un passage qui est particulièrement émouvant, où le jeune Lamarade, il y a dans votre roman Noces à la mer un passage particulièrement émouvant où le personnage de Lamarade, le jeune Lamarade, surtout à l'aise en néerlandais, provoquait le désarroi linguistique de sa grand-mère. Donc la grand-mère entend ce petit-fils parler néerlandais et le romancier écrit « C'était comme si, à l'aide d'un couteau Stanley, quelqu'un faisait un grand trou dans le parquet de votre âme avant d'y mettre le feu. » Oui, oui, c'est un Noces à la mer, mon début roman. Oui, oui, oui. Il y a, je pense que si vous, un écrivain est né, un homme est né, mais un écrivain est né dans la langue. Et je pense que nous, écrivains marocains, nous sommes toujours nés dans la fracture de cette idée de la diversité de la langue. On se peut exprimer comme une Rimbaud, une Mallarmé dans la langue française, mais jamais arriver à se exprimer avec les compatriotes berbères ou arabes. Et là déjà commence, il y a une tension. Et chez nous, je suis candidat à Rotterdam, comme mon collègue Saïd El-Hadji. Nous étions à l'école dans la même classe. À l'époque, oui, je n'ai jamais pensé qu'il devenirait écrivain. À l'époque, il a toujours dans le club. Jamais, toujours dans le club de Rotterdam. Et moi, dans le week-end avec le Kafka et Dostoïevski, mais Saïd, à la fin, s'amuse bien et on peut toujours avec plusieurs chemins arriver à la profession de l'écriture. Dit ça, et chez nous, je viens d'une famille 100% berbérophone. On parle toujours le langue berbère avec une petite influence de Darija, mais et pour nous, la langue arabe était quelque chose de très très loin. Et chez nous, nous avons deux livres, le Coran et le livre de téléphone. Ça, c'est tout. Deux livres. Le livre de téléphone et le Coran, ils sont mis toujours ensemble dans le coin dans la chambre. Et mon père, il dit toujours, si tu veux savoir tout de monde et de l'avenir, garde le livre de téléphone et le Coran parce que tous les deux sont mis là-bas. Il a raison. Et là déjà commence le magie, l'idée de livre. C'est quoi ça? C'est quoi le livre? Peut être un livre vraiment un catalogue de tout. Comme a dit Mallarmé, on peut vraiment mettre dans le livre un catalogue de toutes les choses qui sont dans le monde et qui ne sont pas dans le monde, qui sont avec les dieux ou les anges. Ah, c'est bizarre. Ça commence pour moi, et je pense c'est où là-bas commence à être né comme écrivain, être né comme lecteur. Et le deuxième point que je veux présenter à vous pour donner une idée de mon enfance, d'être grandi dans la langue, dans la confusion, était toujours les métaphores de Platano. Vous connaissez très bien le Platano, le Benen. Chez nous, en Rive, ils disent le Platano. Et quand j'étais à Pays-Bas, à Rotterdam, pas loin de la kindergarten de Saïd El-Hadji, je suis un jour, un matin, premier jour à la kindergarten, je ne sais pas comment on dit en français, kindergarten? Le jardin d'enfants, oui, c'est mieux, oui. C'est le jardin d'enfants. Là, il n'y a pas un jardin là-bas, mais ok. Et ma maman, le matin tôt, ils disent Abdelkader, Qada, aujourd'hui, tu vas pour la première fois à le jardin d'enfants pour prendre l'école. Je te donne une benen.
Chez nous, on dit platano, parce que c'est un mot tamazight, platano c'est espagnol, mais on a... Et maintenant, on a le platano, et je prends le platano, et j'arrive à le jardin de bonjour, et comment dirais-je, le responsable dans le jardin de platano des enfants, de Kleuterleidster, comment dirais-je, le maître, le femme, oui, et ils me disent bonjour, maître, bonjour Abdelkader, chez nous, prenez avec vous une banane. Et j'ai dit non, c'est pas une banane, c'est le platano. Elle me dit non, nous sommes chez nous, c'est une banane. Non, chez nous, c'est platano. Et là, c'est un détail, mais c'est un détail qui a une conséquence formidable, une grande conséquence pour l'écrivain. Parce que là, dans cette confusion, dans cette problémisation de la platano, commence l'idée de je suis vraiment dans une situation difficile que je comprends pas, mais pour m'habituer, je dois connaître la langue. Et pour le finir, je suis réussi chez nous, à mes maisons. Ma maman me dit, tu as mangé le platano? Je dis, non, j'ai mangé le banane. La banane. Et elle me dit, non, c'est pas banane, c'est platano. Et là, on commence à se sentir qu'avec l'apprentissage de la langue, on a commencé aussi à perdre la langue. Parce que on a gagné le banane, mais on a perdu le platano. Alors, le deuxième roman traduit d'Abdelkader Ben Ali est paru non plus chez Albin Michel, mais chez Actes Sud. C'est un roman qui s'appelle Le temps attendu. Et c'est l'histoire d'un très jeune couple néerlando-marocain, mais en fait, du point de vue du Marocain, qui ne connaît que la Hollande, il forme avec sa copine un couple néerlando-néerlandais. Et c'est un des thèmes de ce roman brillant et drôle, Le temps attendu, que je vous recommande chaleureusement. Il n'est pas difficile de le trouver, par exemple, à la librairie de l'Institut du monde arabe. Je vais poursuivre cette évocation de la relation intime à la langue avec Hayat El-Yamani, qui est une romancière qui a montré en 2 livres seulement une grande faculté de renouvellement et en même temps une grande précision dans l'art de cerner les émotions et les contradictions. Et c'est quand même une des choses qui fait qu'un roman vit, c'est qu'il est traversé par des émotions et des contradictions. Donc c'était d'abord La cruche cassée, et puis ensuite un roman d'ailleurs signé La cruche cassée d'un autre nom que Hayat El-Yamani, mais c'est quand même moins grave que la mésaventure arrivée à Hanan Derkaoui, qui a vu son éditeur libanais, je crois, se tromper de couverture et donner à l'un de ses romans le titre d'un autre. Alors, c'était d'autant plus étrange que le roman s'appelait L'avortement clandestin, et que les critiques d'un roman qui n'avait rien à voir avec l'avortement clandestin se sont échinés à trouver dans ce roman qui n'était pas le bon une sorte de avortement clandestin. C'est une aventure dont j'ai d'ailleurs suggéré à Hanan qu'elle fasse une nouvelle, parce que c'est tellement étrange. Mais c'est pas moins étrange que d'avoir 2 patronymes pour 2 romans différents. Bonjour et merci pour la question. Merci à Mathé d'être là.
Alors, je vais vous raconter très brièvement pourquoi j'avais 2 patronymes. C'est tout simplement, je m'appelle Hayat Liamani sans le moindre doute. Je reviens un tout petit peu sur les langues parce que ça expliquera un peu la suite. Tout le monde a parlé, finalement, il y a une langue parlée et celle qu'on a découverte. Je dois être la première, peut-être pas la dernière, on verra avec vous. Où moi, clairement, c'était l'arabe ma langue maternelle. Par contre, le français à l'école. J'étais dans un jardin d'enfants français. Tout en étant un vrai jardin. Et puis c'était un très joli jardin et une très belle école. Mon père avait fait le choix d'une école française pour ses enfants. Donc moi, à la maison, c'était l'arabe, à l'école, c'était le français. Et alors, je ne sais pas comment chacun a l'air d'avoir réagi différemment. Moi, j'ai fonctionné en territoire, c'est-à-dire il y avait des lieux où j'avais compris qu'il fallait parler français et des gens. Et il y avait des lieux où j'avais compris qu'il fallait parler arabe, et pareil, et des gens. Donc la maison, c'était un territoire arabe, l'école, c'était un territoire français. Je m'y adaptais un peu comme un caméléon, d'une certaine manière. Chacun a fait un peu comme il a pu. Je ne suis pas sûre que c'était douloureux, c'était étrange, mais pas forcément douloureux. Le seul qui faisait le lien entre tout le monde, c'était mon père qui parlait, qui maîtrisait parfaitement les deux. Alors pour revenir à pourquoi le prénom, pourquoi 2 noms, tout simplement parce que, pareil, vous dites que je parle bien des émotions et ça me fait plaisir, mais mon premier métier est quand même d'être ingénieur. Donc aucun de nous ici ne vit que de sa plume, malheureusement. Si, d'ailleurs pour vous 136 € de découvert à la banque. Pardon, bon voilà, donc vous vivez pas bien de votre plume. Donc pour ne pas avoir de découvert, j'ai un métier qui est ingénieur. Et voilà, ces territoires différents, j'ai toujours vécu un peu avec. Il y avait le français, il y avait l'arabe, il y a la femme ingénieure et il y a la femme écrivain. Et du coup, j'ai pris un pseudonyme. Je l'avais choisi. Et bien mal m'en a pris parce que ça a été très mal ressenti par tout le monde. Mes parents, sans l'avoir lu, m'ont dit « Mais est-ce que tu as honte de notre nom ?» Ma sœur m'a presque plus parlé pendant 2 ans. Et au boulot, on m'a dit « Ah, tu t'es mariée ? Non, non, t'as divorcé. Ah oui, mais... » Donc voilà, résultat des courses, je suis revenue à mon seul nom et maintenant, la cruche cassée est réapparue sous mon nom d'ailleurs. Voilà. Eh bien, cette question de la langue, elle existe aussi dans la presse marocaine. Et il se trouve que notre Benjamin Reda Dalil, qui est l'auteur d'un roman intitulé Le Job, qui est paru il y a quelques mois, travaille dans un hebdomadaire casablancais, qui je pense d'ailleurs n'a pas plus de 350 lecteurs, ce qui indique justement un reflux de la francophonie au Maroc. Par ailleurs a écrit en français à propos de la vie dans la ville où il réside et de l'aventure professionnelle d'un jeune homme. Ce qui m'a frappé à lire Le Job, c'est à quel point, au fond, ce héros marocain se vit pour une part comme s'il était possible pour lui de s'extraterritorialiser imaginairement. Et il y a vraiment une partie de son existence qui semble dédiée à tout à fait autre chose que le Maroc où il est. Et puis une autre partie de son vécu qui évidemment le confronte au Maroc et à lui-même. Et donc, cette espèce de schizophrénie, si j'ose dire, est encore plus présente dans ce livre à cause de l'importance de l'alcool dans les pratiques de cet homme jeune. Et je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qu'il y a, d'après vous, de plus marocain dans votre livre, et si vous avez été conscient de l'y mettre, ou bien si c'est venu comme ça sans que vous le cherchiez.
Merci Salim, merci à Maté Qebal pour l'invitation. Alors, d'abord juste pour le magazine dont je suis le rédacteur en chef, on a un petit peu plus de 350 lecteurs. Pas beaucoup plus, mais un petit peu. Les écrivains sont comme les journalistes, ils prétendent toujours avoir plus de lecteurs. C'est une maladie que nous partageons. Et oui, vous avez raison de dire que le narrateur, le personnage principal du Job, on a l'impression qu'il s'est extra-territorialisé, comme vous le dites, mais c'est parce que dans cette génération qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une génération qu'on pourrait qualifier un petit peu de génération mondialisée. Aujourd'hui, le Marocain de 25-35 ans, oui, certes, il évolue au Maroc, il y a une réalité qui est une réalité concrète, mais il va lire des romans américains, des romans français, il va regarder des séries américaines, il va être extrêmement imbibé d'une culture qui n'est pas foncièrement ou n'est pas la sienne. Donc, par contre, là où il y a un contraste, c'est que la réalité telle qu'elle est vécue par le personnage est une réalité strictement marocaine. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui, à 30 ans, perd son emploi, non pas à cause d'une faute professionnelle, mais juste parce qu'il travaille dans une multinationale et que la maison mère a décidé de licencier 30 000 personnes à travers le monde, en marge de la grande crise financière qui a eu lieu en 2008-2009, et qui, du jour au lendemain, se confronte à cette réalité qui est la suivante. C'est-à-dire, au Maroc, il n'y a absolument aucun filet social. On n'est pas récupéré par l'État de quelque manière que ce soit. Et donc, la réalité marocaine dans ce livre s'incarne dans le fait que son seul, finalement, filet de secours, quelque part, et de sécurité, c'est sa grand-mère. Aujourd'hui, au Maroc, il y a toute une génération de jeunes trentenaires qui ont fait de grandes études et à qui on a promis, à qui on a présenté l'équation suivante: ayez des diplômes prestigieux, vous aurez la sécurité de l'emploi. Or, avec la saturation de l'économie, ces 5 dernières années, ces gens-là qui sont promis justement un avenir radieux se retrouvent devant une réalité qui est que combien même on aurait eu un diplôme prestigieux, un diplôme qualifiant, eh bien on n'y arrive plus. Et ça, c'est une réalité stricto sensu, une réalité véritablement marocaine du moment. Donc, ces gens-là qui sont formés pour penser obtenir les meilleurs postes se retrouvent du jour au lendemain évoluant dans un statut qui est un statut qui est contraire à tout ce qu'on leur a promis. Donc il y a une rupture d'une sorte de pacte social entre eux et la société dans laquelle ils vivent, et qui crée une situation d'acculturation, d'anomie, dans laquelle évolue mon personnage principal qui s'appelle Rali Habshi, qui ne comprend pas quelque part, qui ne puisse pas être pris en charge par cette société, sachant qu'il a rempli sa part du marché, à savoir cravacher, travailler dur et avoir justement obtenir ce sésame qui pourrait lui permettre de vivre confortablement pendant toute sa vie. Deuxièmement, c'est aussi un hommage à la classe moyenne, parce que alors au Maroc, c'est très difficile pour la classe moyenne. Quiconque voudrait s'élever le long de l'échelle sociale, faire de bonnes études, se retrouve dans une situation où il est absolument surtaxé pour des prestations qui sont absolument inexistantes. Par exemple, moi, je pars de ma propre situation. Je paye à peu près 50% d'impôts sur mon revenu, mais quand il m'arrive un bobo, je me soigne dans un hôpital, dans une clinique privée, etc. Si demain j'ai des enfants, il est très probable que je les scolarise dans des écoles privées. Donc en fait, cette pression fiscale que ressent la classe moyenne aujourd'hui, les gens qui ont fait des études, il n'y a aucune réciprocité. Et ça, c'est une réalité véritablement marocaine. Donc, le long du roman, en lisant le roman, on comprend que c'est quelqu'un qui avait un avenir, qui a été fauché au mi-temps finalement de son succès ou de son parcours professionnel, et qui ne retrouve finalement en dernier recours que l'assistance d'une grand-mère qui est elle-même, qui a des revenus extrêmement limités, et qui va lui permettre justement d'essayer d'entrevoir la vie autrement que dans le pessimisme le plus noir. Alors justement, ce goût d'affronter la réalité sociale marocaine,
il est particulièrement manifeste chez Mohamed Nedali, qui partage avec un autre romancier marocain de langue française, Moha Souag, le talent de rendre compte de la vie dans le monde rural, ou bien de la vie des gens au salaire très modeste en ville. C'est un souci qui n'a jamais abandonné Nedali que de regarder en face les problèmes sociaux, mais fort heureusement, il le fait avec humour, peut-être avec un peu moins d'humour que d'habitude, au fond, dans Le Jardin des Pleurs, qui est un livre qui a des aspects presque dignes de Georges de Simenon, et en même temps, c'est un livre que j'ai trouvé très touchant, mais peut-être un peu trop acerbe. Et donc, il y a quelquefois presque un ton de pamphlet. Hein. Mais ce que je voudrais demander à Mohamed Nedali, c'est, au fond, c'est un point un peu étrange de son livre, et il répondra sûrement avec amusement à ma question. Pourquoi a-t-on quasiment le sentiment, en lisant votre roman et les affres subies par vos personnages, pourquoi a-t-on l'impression que les seuls protagonistes sympathiques et qui sont rencontrés au Maroc par vos personnages sont des Français? Je ne crois pas. Il y a sûrement le personnage, pas le personnage principal, mais l'épouse du personnage principal. C'est une Marocaine, et le narrateur lui rend un grand hommage, parce que c'est aussi un livre sur les... Bien sûr, non, mais je pense aux protagonistes qui circulent autour des deux héros principaux. Alors, je ne me suis jamais posé la question. Alors, vous disiez que j'allais répondre avec humour, avec amusement. C'est peut-être le cas, mais je ne me suis jamais posé la question. Mais la proportion des gentils et des méchants, et là je dis ce que je pense moi en tant qu'auteur, pas en tant que narrateur. La proportion des gentils et des méchants, enfin des bons et des méchants, est partout pareil, dans tous les peuples sur la terre. Il n'y a pas de population plus gentille que l'autre ou plus méchante qu'une autre, ça n'existe pas. C'est une histoire d'individus. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, le fait que cette narration soit faite avec un temps acerbe, c'est vrai. Je rappelle que je vis, que je suis né, que je travaille et que je vis encore aujourd'hui à Tahnout. C'est le fin fond du pays, quoi. Je ne suis pas dans les grandes villes, je suis au village même, au pied que tu connais très bien. Paysage magnifique. Oui. Alors, et là, je vois tous les jours des aberrations, pas seulement à Tahnout, mais autour. Et je suis quelqu'un de très sensible. Une scène d'abus de pouvoir me fait très mal. Des scènes comme ça, j'en vois tous les jours, et ils me hantent. Et effectivement, ils ressortent quand je me mets à l'écriture. Alors, c'est vrai qu'au fond, ce livre, et ce n'est pas la première fois que l'un de vos romans s'attaque à des abus de pouvoir, est une espèce de catalogue des abus de pouvoir qu'on peut rencontrer lorsqu'on est un citoyen marocain. Mais je voudrais quand même rappeler que même face à l'injustice la plus criante, vous pouvez être un auteur très amusant. Oui. Et je recommande particulièrement le roman où Madame Clinton est en visite au Maroc, Hillary Clinton, et cherche à revoir le guide qu'elle a eu au cours d'un séjour de vacances quand elle était jeune.
alors cela déclenche une suspicion de la police, et le livre est vraiment une très très grande réussite. Alors nous allons retrouver donc Hanan Derkaoui pour qu'elle nous parle un petit peu de la substance, si j'ose dire, de ces livres, y compris de ceux qui ont eu une malencontreuse couverture. Oui, alors pour mes livres, j'ai débuté en écrivant des nouvelles. Donc j'ai publié un premier recueil de nouvelles, Oiseau blanc, dont la traduction française est parue. Donc, mais elle est parue au Chili. Donc vous n'êtes pas la seule marocaine à avoir publié au Chili, car Abdelkader Chaoui a publié au Chili un récit remarquable d'ailleurs, sur sa lutte contre le cancer. Contre le cancer, j'ai pu le lire au Chili dernièrement. Voilà, donc pour la traduction française, elle est parue, c'est une traduction qui a été faite par Rachid Dawani, qui est parue au Chili. Après, donc, j'ai fait paraître, bon, c'est un livre qui est paru au Maroc, c'est un livre qui représente une époque de ma vie, un peu romantique, un peu travail de style, travail sur la langue. Après, j'ai beaucoup changé depuis, donc j'ai fait un deuxième recueil de nouvelles, Courant d'air, qui est plus où je me suis dégagée un peu du travail sur la langue, où ma phrase a changé pour une phrase beaucoup plus courte, beaucoup plus simple, et où la narration prend plus de place. Bon, c'est un livre qui a eu un prix à Dubaï. Et il est perdu, je ne l'ai plus. Et puis, donc, j'ai commencé mon aventure romanesque il y a quelques années. Donc, j'ai publié trois romans. Ce qui m'intéresse, 3 romans. Donc, un roman sur Essaouira, qui se passe à Essaouira, qui s'appelle La hanche et la patrie. Un autre roman qui s'appelle Jisr el-Jamilat, Le pont des belles dames. Ne vous méprenez pas, c'était pas vraiment un pont des belles dames. Le pont des belles dames, c'est le nom d'une station métro, d'une station bus dans la banlieue sud de Paris, où je suis descendue en me rendant dans un foyer pour femmes battues. Donc oui, j'ai été femme battue, malheureusement. Donc c'est un va-et-vient entre la chronique de cette femme battue qui se retrouve dehors et qui est complètement... ça parle de moi, même si le personnage s'appelle Huria, mais Huria c'est le nom que voulait me donner ma mère, mais mon père était despote, donc il m'a donné le nom de Hanan. Et qui signifie liberté, donc c'est le nom qu'a choisi ma mère, mais mon père était donc voilà, le grand patriarche, donc il a imposé le prénom de Hanan. Qui signifie tendresse. Voilà, donc elle se retrouve dans ce foyer pour femmes battues, elle qui a été professeure de philo, qui a enseigné la philosophie des Lumières, pour qui la France était un exemple de justice et d'équité, d'égalité et de parité. Elle se retrouve à l'extérieur du domicile conjugal et c'est le mari violent qui garde, elle se retrouve avec 2 enfants et elle doit remonter la pente dans un pays dont elle connaît la culture, dont elle connaît les livres, mais dont elle ne connaît pas le fonctionnement administratif, dont elle ne connaît rien, donc elle vient d'arriver, ça fait 1 an qu'elle est arrivée. Et cette violence donc, qu'elle vit dans la banlieue parisienne fait qu'elle se rappelle une autre violence parallèle, c'est la violence du père dans l'enfance. Et voilà, donc c'est un va-et-vient entre l'enfance et ce moment où son destin a basculé. Elle était dans une position plutôt pas mal, confortable au Maroc. Elle était journaliste, écrivain, professeur de philo, plutôt elle n'a pas chômé, donc elle n'a pas connu les zarouata, les matraques des policiers devant le Parlement. Elle n'a pas connu tout ça, elle a vite travaillé, elle s'est vite prise en charge. Mais bon, le hasard ou le destin ou le maktoub, comme on dit chez nous, elle va rencontrer quelqu'un qui vit en France, elle va se marier, elle va le suivre et puis voilà. Donc moi j'aime bien les romans. Je ne prétends pas faire une fresque de la société marocaine ou analyser les transformations ou l'âme marocaine. Moi, ce qui m'intéresse dans le roman, c'est les détails, c'est les destins fragiles, c'est les destins qui peuvent basculer. J'aime bien raconter... par exemple, dans La hanche et la patrie, c'est ennuyeux parce que j'écris beaucoup les détails. Donc, je suis fascinée par les détails. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les petites choses. C'est les petites choses de la vie, c'est
c'est la fragilité de l'être humain, et c'est dans La Hanche et la patrie, par exemple, c'est l'histoire d'une femme qui va basculer dans la folie, mais on le sent pas. Donc tout le roman, donc jusqu'à la dernière page, on ne sait pas ce qui se passe cette femme, mais ce qui est en toile de fond, c'est aussi la société marocaine, à travers la ville d'Essaouira. On ne sait pas exactement où on va, on ne sait pas exactement la limite la limite on parle de schizophrénie marocaine, mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on est schizophrène, ou est-ce qu'on est confronté à des injonctions contradictoires, à des double blinds qui font que on est dans un modèle sans l'être, on est dans la réalité sans l'être, on est dans la magie à côté, on est investi d'un discours rationnel, mais il y a tellement de choses aussi irrationnelles, irréelles. Il y a la superstition, il y a le discours religieux qui est très très présent, qui est très très aliénant aussi, qui peut être libérateur. Par exemple, moi j'ai connu les deux facettes du discours religieux. Par exemple, le soufisme de ma famille, pas de mon père, mais de mon grand-oncle et de mes ancêtres, qui est très libérateur, qui est très apaisant, mais il y a aussi tout le côté aliénant de la religion. Il y a le côté on est sur plusieurs registres, on est en même temps un pied sur la modernité, un pied dans la société traditionnelle. On ne sait pas vraiment lequel adopter, parce que ce sont deux injonctions qui nous dépassent. On est obligé de suivre l'Occident parce que c'est la technique, c'est la modernité, c'est la rationalité. En même temps, on est complètement dans quelque chose qui nous maintient dans l'irrationnel, dans le pulsionnel même. Et moi, mes romans, même si je prétends pas faire. Bien sûr, je suis sensible à l'injustice, je suis sensible aux discriminations. Ça me touche, je l'ai vécu dans ma chair moi-même, la discrimination, l'injustice, la violence. Donc je suis sensible à tout ça, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les détails de la vie d'un personnage. C'est vraiment comment il fait pour se débrouiller avec ces injonctions contradictoires. Chacun de nous au Maroc, il invente. C'est vraiment, on est dans l'invention d'une vie. Chacun, il invente une façon de vivre, et c'est vraiment très particulier et très singulier. Et j'aime bien aller au singulier de l'être humain, au singulier de ce citoyen marocain, parce qu'il est bien citoyen, bien qu'il est sujet au vu de quelques-uns, mais il est citoyen, et qui essaye de se débrouiller avec tout ça, avec toutes ces contradictions, avec toutes ces injustices. J'aime bien la façon particulière mes compatriotes d'inventer la vie au jour le jour, c'est-à-dire c'est au jour le jour, on invente un style, on invente une façon de vivre, et on fait avec toutes les contradictions, on fait avec tout ce qui se passe, et on continue à vivre. J'aime bien aller au bout de cette singularité-là, et j'aime bien les destins qui sont fragiles, qui peuvent basculer, ou bien dans la folie, ou bien dans un départ inconsidéré, qu'on n'a pas bien calculé. Par exemple, moi je suis partie du Maroc, j'ai pas imaginé la difficulté de la vie en France. J'ai pas imaginé que j'allais me retrouver un an après dans la rue, et que le discours, par exemple, sur le droit des femmes est à relativiser. Donc, il est pas très très. La réalité m'a montré que c'est pas si sûr que ça qu'on est égaux. C'est pas si sûr que ça. Eh bien, vous avez en tout cas manifestement triomphé de tous ces écueils. Et je voudrais demander à Saïd El Hadji de nous parler de son roman qui n'a pas encore été traduit en français. Ik neem aan Goddelijke Duivel. Le diable divin. Oui. Si je peux me permettre en tant qu'interprète de traduire cela. Donc, qui a suivi les jours de Shaitan. Dat is het boek na. Ja. Goddelijke Duivel. Ja. Dat was een boek dat verscheen 6 jaar na Goddelijke Duivel, na de Dagen van Shaitan. Dat boek, de Dagen van Shaitan, maakte gemengde gevoelens bij me los. Want hoewel er was een kant, met name de Nederlandse kant, die was lovend. Die
haalde het boek met veel lof binnen. Maar er was ook een andere kant, en dat was mijn eigen Marokkaanse gemeenschap in Nederland, die het eigenlijk, niet gelezen, maar toch met voornamelijk misprijzen en afkeur het boek heeft weggehoond. En hoewel ik daar aanvankelijk nauwelijks wakker van lag, ging het mij steeds meer dwars zitten. En op een gegeven moment merkte ik dat ik wantrouwde, mijn eigen schrijven ging wantrouwen en mijn eigen noodzaak om te schrijven ging betwijfelen. En toen, ik verloor mezelf ook in andere dingen, zoals drugs. En dat zorgde ervoor dat ik gewoon helemaal niet meer schreef. En dat duurde dus heel lang voordat ik daaruit kwam. En dat had te maken met een reis die ik heb gemaakt naar de Verenigde Staten. Ik was daar uitgenodigd door de Universiteit van Iowa om deel te nemen aan een internationaal schrijversprogramma. En dat programma, dat avontuur in de Verenigde Staten legde weer een enorme zenuw bloot. Dat maakte me weer zodanig creatief dat ik heel erg veel heb geschreven. Dat boek uiteindelijk wat daaruit is voortgekomen, Goddelijke Duivel, is een fictionalisering daarvan. Dus het is een gefictionaliseerd verslag van een werkelijke reis die ik heb gemaakt naar de Verenigde Staten. Alors, si vous faites mention à ce livre que l'interprète se permet de traduire, oui, si vous faites référence à ce livre que l'interprète se permet de traduire comme Le Diable divin, ce livre est en fait né 6 ans après Les Jours de Shaitan. Ce livre, Les Jours de Shaitan, a été reçu de manière très différente aux Pays-Bas. Le public néerlandais était très intéressé et a vraiment complimenté ce livre. Or, la société et la communauté marocaine, pas du tout. Il y avait beaucoup de dédain et beaucoup de critiques à l'égard de mon livre par les gens marocains aux Pays-Bas. Au début, ça ne me gênait pas du tout. Mais petit à petit, ça commençait à me ronger. Et je me suis même méfiée de ma propre écriture. Je me suis demandé si je devais continuer. Et je me suis perdue de différentes façons, entre autres parce que j'ai commencé consommer des drogues, et je me suis arrêtée à écrire. Et je suis sortie de cette période uniquement une fois qu'un voyage m'a été proposé, un voyage pour un programme international pour l'écriture et pour les écrivains aux États-Unis, dans la ville de Iowa. Et c'est cette aventure-là qui m'a stimulée de manière remarquable, qui a éveillé ma créativité, et je me suis mise à écrire comme jamais. Et c'est là, en fait, c'est la représentation de cette période qui s'est traduit par le livre en question, Le Diable divin, qui est une fiction de ce voyage. C'est un récit de voyage. Eh bien, je voudrais retrouver, alors merci Saïd, et je voudrais retrouver Hayat pour qu'elle nous parle non pas de ces 2 premiers livres, ces 2 premiers livres que vous pouvez vous procurer en librairie, mais peut-être pourrions-nous d'ailleurs achever cette rencontre ainsi, qu'elle nous parle des affres de la création du livre suivant. Comment ça se présente ? J'en ai un qui est en cours, qui est donc où je change d'univers. Jusque-là, je suis un peu comme tout. Je pense qu'un peu tout le monde, on est lié au Maroc. Donc, on écrit d'abord et sur le Maroc, ou du moins sur des destins marocains. Celui que je suis en train d'écrire et se passe, comme je suis ingénieur donc en France, il se passe dans un milieu complètement français et fait d'ingénieurs. Donc c'est complètement différent. Et justement, à ce titre, ce que je retrouve chez nous tous, c'est cette espèce, vous avez utilisé le mot schizophrénie. Je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, on est fragmenté. Et peut-être moi plus que les autres, parce qu'il y a cette double fragmentation.
je suis écrivain en étant ingénieur. Les démarches n'ont strictement rien à voir. Mais vous êtes ingénieur comme Fouad Laroui, voilà. Et comme l'était Alain Robbe-Grillet. Eh bien, c'est gentil de me faire des comparaisons comme ça, c'est superbe. Ce qui est très étonnant dans et je finirai par une petite histoire qui rebondira sur le jardin d'enfants. Mais ce qu'il y a, c'est que je crois qu'on est tous on est tous mis dans des situations où on est fragmenté, donc, et on est des personnages différents. Je vois dans un milieu d'ingénieurs, on travaille ensemble, c'est un travail de groupe, on porte des projets ensemble. Quand on écrit, on est seul. Première grosse différence. Deuxième grosse différence, quand on fait un travail d'ingénieur, on commence par le début et on finit par la fin. Quand on écrit, on peut commencer par la fin et finir par le début. Les choses viennent comme elles peuvent, comme elles viennent. Il y a une espèce de pulsion d'écriture. Donc, c'est déjà des cheminements qui ont strictement rien à voir. Dans un cas, on rend des comptes. Dans l'autre cas, à la limite, on rend des comptes qu'à soi-même pendant qu'on écrit. Et puis après, on rend des comptes devant des gens comme vous ou des lecteurs une fois que le bébé est publié. Mais pas avant. Donc, les démarches sont complètement antagonistes. Et j'ai l'impression qu'il faut s'habituer à ça. Je reviens, j'ai écrit un livre qui s'appelle Biculturel, qui lui n'était pas un roman, qui est un essai, et qui justement essaie de cerner le fait que quasiment tous les Marocains maintenant ont cette espèce d'éducation biculturelle. En France, en Europe, dans les banlieues, l'éducation est aussi biculturelle. Alors, lui a cité la banane de son enfance. Moi, j'ai cité le gâteau aux rhum qui m'a fait découvrir que toutes les vérités n'étaient pas universelles. En 2 mots, j'avais 8 ans exactement. Et donc, j'étais dans cette fameuse école française plutôt bien, j'y vivais plutôt bien, jusqu'au jour où la prof nous demande de rédiger une rédaction qui s'appelait « Maman fait un gâteau, racontez ». Voilà, jusque-là, je vous vois sourire, c'est plutôt sympathique. J'ai adoré écrire cette rédaction où je décris ma mère dans son univers de la cuisine à l'époque et où elle met de la farine, du sucre, des œufs, etc. Et elle fait un gâteau et je termine par la phrase géniale « Le gâteau était très bon ». J'avais 8 ans et il n'y avait pas meilleur gâteau que celui de ma mère. La prof arrive et veut me corriger. Et elle dit, il n'y a pas de faute d'orthographe, tout va bien, français parfait, merci Salim, et un peu comme vous. Et puis, quand même, elle dit, le gâteau, il lui manque quelque chose. Bon, je rebaisse la tête, je relis, je recompte sur mes doigts, et puis je relève la tête un peu timidement en disant, non, il y a vraiment tout ce que ma mère met dans un gâteau. Et la voilà qui me dit, mais alors il n'est pas très bon. Ah, là je sursaute parce que j'ai vraiment eu l'impression d'un crime de lèse-majesté. Comment ça, le gâteau de ma mère, il n'était pas bon? Elle l'a même pas goûté, elle dit qu'elle n'est pas bon. J'étais timide, mais j'ai quand même réagi en disant si, il est très bon. Et la voilà qui fait une petite concession et qui me dit alors il pourrait être meilleur s'il y avait un parfum dedans. Là, je me suis dit, elle est folle. J'ai baissé la tête en me disant, elle est folle. Cette dame met des parfums dans les gâteaux, alors que nous, on les met sur soi. J'ai baissé la tête et elle a continué en me disant, ta mère met pas de parfum dans les gâteaux? Et j'ai failli lui dire, elle est pas folle comme vous, mais je l'ai pas dit parce que j'étais timide et j'ai dit, non, maman ne met pas de parfum dans les gâteaux. Alors, elle a dû trouver que ça commençait à faire un peu long, et la voilà qui me dit avec du rhum, il serait meilleur, votre gâteau. Ah, vous savez ce que c'est le rhum? Non. Vous savez comment ça s'écrit? Non plus. Et la voilà qui me dit, ça s'écrit RHUM. Et j'écris, maman a rajouté une cuillerée de rhum. Elle m'avait dit une cuillère de rhum. Du coup, je rajoute, maman a rajouté une cuillerée de rhum dans le gâteau, et je tenais à ma phrase finale quand même, et il a été très bon. Alors imaginez le soir, mon père qui était lui-même instituteur, qui nous suivait de très près, Dieu ait son âme, et qui lit ça, et qui me dit, mais
Et depuis quand ta mère met de l'alcool dans les gâteaux? Moi, je dis, c'est pas de l'alcool. Comment ça, c'est pas de l'alcool? C'est du rhum. Ben non, c'est du rhum, c'est pas de l'alcool. Comment ça, c'est pas de l'alcool? C'est un parfum. Comment ça, c'est un parfum? Non seulement... Voilà, donc l'histoire se termine là par un père effaré de découvrir que sa fille appelle du rhum un parfum, et par une fille effarée d'entendre le père qui lui dit je vais te sortir de cette école si on vous apprend en plus à mentir. Il m'a pas sorti de l'école, mais ça rejoint l'histoire de la banane. On a tous des histoires comme ça, et je pense que ça nous forge, et ça forge notre écriture. C'est peut-être, si j'ai une conclusion, ça serait celle-là. Eh bien, en fait de conclusion, la meilleure conclusion, c'est toujours le thé à la menthe. Oui, je dis la meilleure conclusion, c'est toujours le thé à la menthe. Et donc, nous pourrions peut-être nous retrouver autour d'un thé à la menthe dans cette tente plus ou moins rupestre qui est présente sur le parvis de l'Institut du monde arabe. À moins que vous nous fassiez l'amitié de nous poser quelques questions. Apparemment, il y en a. Merci. Khadija Laurence, chez nous, nous avons des parfums dans nos gâteaux. Le mezhar et l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger, quand même. N'oubliez pas de le dire. Non, mais l'histoire n'aurait pas eu de sens, effectivement. Elle aurait pu, si elle avait dit la fleur d'oranger ou de la rose ou de la cannelle ou n'importe quoi d'autre, je ne serais pas là à vous raconter cette histoire, et elle aurait pu le faire. Mais elle a dit du rhum, donc sinon il n'y aurait pas eu histoire. Mais vous avez parfaitement raison. Oui, bonjour. J'ai noté que au moins 2 écrivains avaient des origines berbères et donc leur première langue maternelle. Au moins 2, j'ai dit. Pardon, excusez-moi. Je pense que c'est tous. Non, j'ai dit au moins 2. Mais excusez-moi, j'insiste parce que tous sont berbères sauf moi. Ah d'accord. Bon, moi j'ai dit au moins 2, donc ça contredit pas. Oui. Je suis la seule non berbère. Oui. D'accord. Très bien, mais en tout cas, qui ont vécu leur enfance avec à la maison la langue berbère et qui après ont écrit dans d'autres langues. Je pense à Mohamed Nedali qui a écrit en français et puis à Saïd El-Hichi qui a écrit en néerlandais. Donc j'ai bien aimé ce que disait tout à l'heure Mohamed Nedali sur le fait que c'est pas seulement l'école qui lui a appris, mais c'est surtout les gens de son village, toutes les métaphores, toutes les phrases, etc. Et ma question, c'est, votre village vous a donné, vous avez écrit en français, comment vous avez rendu aussi à ces gens du village ce que vous avez appris d'eux à travers vos romans? Est-ce que les romans ont été traduits en berbère? Je ne pense pas. Mais s'ils l'ont pas été, comment, en tant qu'écrivain qui vivait toujours dans votre village, avec vos élèves, je pense que vous êtes professeur, comment se fait cette transmission de tout ce que vous avez mis dans vos livres vers les gens qui, quelque part, ont participé à ces livres? Merci. Alors, vous l'avez dit, les livres ne sont pas traduits en berbère. J'ai reçu une lectrice qui vient d'un milieu aisé il y a quelques années et qui m'avait proposé justement et qui voulait financer une traduction en berbère de la région, c'est-à-dire le Souci. Mais même traduit en berbère, je ne sais pas si les gens allaient les lire, je ne suis pas sûr, parce que ça ne fait pas partie de la culture des gens. Lire, ça ne fait pas partie de la culture des gens. Alors, comment j'ai rendu ce que ces villageois m'ont donné au cours de ma formation littéraire et de ma formation humaine tout court. Je me souviens que quand j'ai terminé mes études ici à Nancy, je suis rentré, j'ai acheté une Renault 9, une vieille Renault 9,
3 fois rien, puis je l'ai fait dédouaner au Maroc. Et cette Renault 9 a servi pendant des années. Toutes les femmes qui tombaient enceintes, je les ai emmenées en voiture à l'hôpital. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpital à Tahnaout, l'hôpital était à 30 km à Marrakech. Et donc, il y avait beaucoup de femmes Bon, alors, c'est peut-être le service que j'ai rendu, mais ce n'est pas un service littéraire, ce n'est pas un service culturel. Je crois que... Ton principal service, c'est d'enseigner déjà, le collège de ton village. Mais je ne parle pas de mes livres. Je ne parle jamais de mes livres. Et de toutes les façons, moi je suis déjà ravi si mes élèves arrivent à lire les livres au programme. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, ils vont chercher des résumés pour ne pas se taper tout le livre. Donc, voilà, c'est vraiment très compliqué. Donc, je crois que ce que je fais pour les gens de mon village, c'est des petits services de tous les jours, hein, mais aussi, par l'exemple, le contre-exemple plutôt. Je ne suis pas barbu, je ne fais pas de prière, mais en même temps, je me comporte le plus honnêtement possible avec les gens. Et je crois que ça sert de... Je ne vais pas dire modèle, ça serait manquer de modestie, mais c'est un exemple pour les jeunes. Voilà. Et puis, juste... Non, ça marche pas. Ah si, ok. Et puis, aujourd'hui, le village de Tahnaout a une renommée mondiale grâce à Mohamed Nedali, on en parlait tout à l'heure. Il a situé Tahnaout sur la map monde, quoi, sur la carte mondiale, et donc, juste pour ça, c'est un grand service rendu quand même à ce village. Oui, je me demandais si le roman policier était un genre vers lequel s'orientaient des écrivains, que ce soit en arabe, en français ou dans toute autre langue. Driss Shraibi, qui est le grand écrivain marocain de langue française auquel on doit notamment le passé simple et succession ouverte, c'est au mi-temps de son existence dédié à une série de romans policiers un peu bouffons, mais écrits avec le même soin caustique et joyeux qu'il mettait à ses autres livres. Ce sont les aventures de l'inspecteur Ali que vous pouvez trouver en collection de poche à la librairie de l'Institut. Il y a les frères Hamdouchi qui écrivent en arabe des romans policiers, mais ça reste assez isolé, c'est pas une tendance de la littérature marocaine. Mais il y a des écrivains en langue arabe de policiers, ouais. Il y a un roman policier qui vient de sortir l'année dernière chez Casa Express Édition, et vous allez rire, ça s'appelle Les aventures de l'inspecteur Dalil. Ça n'a absolument rien à voir avec moi. C'est vrai en plus. Merci pour la présentation des écrivains en présence. J'ai une question à poser à M. Saïd El Haji concernant son livre Les jours de Shaitan. Au-delà de l'écriture, je voudrais un peu plus comprendre les retentissements de votre livre sur la communauté marocaine aux Pays-Bas. Ça m'intéresse. Je parle un peu vite peut-être. Je parle vite. Je voulais comprendre et savoir les retentissements du livre, les réactions de la communauté marocaine aux Pays-Bas suite à l'apparition de son livre. Merci. Het had heel snel kreeg het de naam dat ik tegen de islam zou zijn. En er komt in het boek een wat rebels personage voor. Die wel degelijk niet zozeer anti-islamitische, maar wel anti-religieuze uitspraken doet. En ik liet mij ook in verschillende interviews kennen als iemand die niet meer islamitisch is. En die twee dingen werden heel snel aan elkaar gekoppeld. Ik was de shit-an van het boek. En zonder dat de meeste mensen het hadden gelezen, voor hen was het al duidelijk dat het boek dus slecht was en niet ter hand mocht worden genomen.
En daarom werd het slecht ontvangen door hen. En kreeg ik de wind van voren als ik ergens mocht gaan voorlezen of optreden. Enfin, dans le livre Les Jours de Shaitan, il y a un personnage qui est en fait qui se rebelle contre non contre la religion, mais beaucoup plus contre l'islam. Et lorsque j'avais eu des interviews, des entretiens à la télévision ou ailleurs, très souvent on m'a dit, je me prononçais non contre que je n'étais plus musulman, mais que j'ai été religieux, mais pas musulman. Et très vite, on a fait un lien entre les dieux et entre les livres, l'attitude de ce rebelle et moi-même. Et j'ai été présentée un peu comme le shaitan de ce livre. Et beaucoup de personnes aux Pays-Bas d'origine marocaine qui n'avaient souvent pas du tout lu le livre, mais avaient entendu parler de ce livre, ont considéré que c'était un livre qui était néfaste et qu'il fallait pas l'ouvrir, il fallait pas le relire, il fallait pas le considérer. Et donc, à chaque fois que je me présentais quelque part ou que je t'ai invité à lire des passages de mon livre, je recevais beaucoup de critiques. C'est un point tout à fait étrange que dans une partie de ce qui pourrait être le public, les opinions sur les livres s'expriment sans avoir lu les livres. Merci pour ce panel d'abord à l'Institut du monde arabe. Voilà, ma question elle s'adresse à Hanan Darqawi. Vous avez dit que votre langue maternelle n'est pas l'arabe, d'une part. Alors donc vous écrivez en arabe, vous vivez en France, vous maîtrisez très bien le français, et bon, vous écrivez en arabe. Est-ce que vous pensez en arabe d'abord? Parce que pour écrire dans une langue, je crois qu'on pense avec cette langue, d'une part. D'autre part, bon, j'ai pas encore eu l'honneur le plaisir de lire l'un de vos livres. Mais est-ce que c'est un cri, parce que bon, que vous avez présenté un petit peu vos livres, est-ce que vos livres, enfin vos romans, c'est un cri pour la condition de la femme en général, bon, et puis la condition de la femme au Maroc, qui connaît une situation très dégradante pour le moment, avec la régression politique, etc. Bon, merci. D'accord, merci. Merci pour la question. C'est très compliqué, je pleure en berbère, je pense en arabe, je m'exprime en français, je sais pas en fait, je sais pas. Quand je me mets en colère, c'est le berbère qui sort, c'est bizarre en fait, c'est assez bizarre. Donc j'essaye de vivre cette multitude d'identités et de langues comme je peux, en m'énervant moins. Donc voilà. Et puis c'est pas évident de vivre dans un pays et d'appartenir. Je me sens appartenir complètement à la France, adhérer complètement à ses valeurs, à sa culture, mais en même temps il y a cette part de moi qui va s'échapper dans la journée de son monde francisant pour se consacrer pour l'écriture en arabe, parce que je peux pas me défaire de cet amour de l'arabe, même si je maîtrise le français. C'est quelque chose qui reste dans mes tripes, quoi. C'est l'arabe, c'est la petite fille de 4 ans qui regarde son grand-oncle qui lit le Coran et qui voit tomber en pétales les lettres d'arabe, qui les voit tomber, qui les voit dans ses rêves, et qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de pouvoir lire ce livre magique, ce livre qui rendait si doux dans un contexte de rudesse. Donc l'oasis des Rachidia, c'est des gens assez durs, c'est des hommes très rudes, c'est une condition de la femme catastrophique, c'est très difficile, parce que les gens du désert, il me semble, ils sont plus paisibles. Les gens de l'oasis, ils sont plus inquiets, ils sont plus sur les nerfs, parce que ils attendent le désert, l'eau va s'échapper, elle s'échappe de jour en jour et on est plus inquiet, donc ça se transforme dans des tempéraments très rudes. Oui, mon écriture, surtout dans 2 romans que j'ai faits, donc IVG
IVG ou les Belles de minuit, où je raconte la chronique d'une IVG au Maroc. L'IVG, elle est interdite, mais elle est faite par tout le monde. L'alcool, c'est interdit, mais c'est vendu. Donc, on ne sait pas ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas. Donc, voilà. Dans IVG, je pense qu'il y avait quelque chose de ça, d'un cri pour la condition des femmes. Dans le pont des Belles Dames aussi, je l'ai connu, je l'ai expérimenté, donc je m'y attendais pas. J'étais sortie d'affaires, j'étais professeure, j'étais bien installée, mais je pensais que je militais plutôt pour écouter les autres femmes mais je me suis jamais imaginée en étant au Maroc que j'allais me retrouver dans la même situation que les cas qui venaient dans le centre où je travaillais, donc où j'étais bénévole. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est scandaleux, la situation de la femme. Il faut pas, bien sûr, c'est pas du militantisme naïf que je fais. C'est des romans. Il faut pas confondre la création artistique et le militantisme. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la situation des femmes et qu'il faut pas arrêter d'en parler. C'est très scandaleux, c'est alarmant et ça devient de plus en plus catastrophique. On voit bien ce qui se passe en Irak où les femmes sont vendues, donc voilà, où les terroristes vendent des femmes. Donc on revient à l'esclavagisme carrément, où des femmes sont violées en Syrie, en Irak. Sans parler des cas extrêmes, la condition de la femme au Maroc, on n'a pas fait autant de progrès que ça. Les femmes dans le monde rural, Monsieur Nidali parlait par exemple des femmes qui accouchent dans des conditions catastrophiques dans les campagnes. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire sur la condition des femmes, et si mes romans peuvent participer sans prétendre vraiment. Moi, je prétends pas que je fais de la critique sociétale, ou moi je fabrique des destins personnels. Voilà, j'aime bien mais s'il y a un message derrière, oui, je veux que mes romans soient un cri pour des causes qui me tiennent à cœur, spécialement la cause de la femme. Ouais. Merci. Je voudrais conclure en saluant un grand livre d'une Marocaine qui a obtenu l'équivalent catalan du prix Goncourt et qui écrit en catalan. Donc, ce roman s'appelle Le dernier patriarche et est publié aux éditions Actes Sud. Et c'est un récit d'auto-émancipation d'une jeune adolescente qui est d'une intelligence, d'une virtuosité et d'une liberté qu'on dira presque vertigineuse par rapport à ce qu'on peut lire par ailleurs dans la littérature féminine marocaine. Alors moi j'ai une question qui s'adresse à tous les auteurs ici présents, qui rejoint un petit peu la question précédente. On a parlé de biculturalité, voire même de polyculturalité. Je voulais vous demander à chacun d'entre vous quel est le critère déterminant dans le choix de la langue d'écriture. J'ai cru comprendre que chez Hanan Darkawi il y avait un critère affectif, d'après ce que je comprends. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue dans le choix de la langue d'écriture, puisque vous êtes tous au moins biculturels, voire plus? Merci. Moi, je peux répondre pour moi-même. J'écris un peu, c'est un peu comme une pulsion, et clairement, ce que j'écris vient en français. Je suis à l'opposé de Hanan, où elle dit que c'est l'arabe. Je vis dans ma tête dans 3 langues, clairement, le français, l'arabe et aujourd'hui l'anglais, parce que quand on travaille dans des grosses boîtes, c'est l'anglais qui est imposé, donc tout doucement, il vous pénètre aussi. Mais clairement, chez moi, ça s'impose en français. Voilà, c'est la petite fille du gâteau au rhum qui se réveille quand elle écrit. Donc, je finis. C'est pas un choix. Excuse-moi. Je sais pas si ça répond à la question. C'est pas un choix. C'est une espèce de peut-être qu'un jour ça viendra en arabe ou voire même en anglais, mais pour le moment, c'est pas un choix. Ça vient comme ça. Pardon. Merci.
y a en effet des écrivains marocains de langue anglaise, Ahmed Majid et Laïla Lalami notamment. Allez-y. Moi, je ne sais pas s'il s'agit d'affection ou d'un sentiment approximatif. Au départ, c'était... moi, mon rapport avec la langue française, moi, je le compare souvent au mariage forcé chez nous. Un homme demande la main d'une femme, les parents se mettent d'accord, ils marient les enfants. Après, l'amour peut venir ou ne jamais venir. C'est mon cas avec la langue française. Au départ, c'était un gagne-pain, ni plus ni moins. Alors, très rapidement, début des années 80, tout à fait au début, jusqu'à fin des années 70, début des années 80, le français était enseigné au Maroc par des Français qu'on appelait à l'époque les coopérants. Au début des années 80, fin des années, oui, en 79, les coopérants rentraient chez eux. Et le Maroc devait les remplacer dans l'urgence. Et ça a été des recrutements à l'appel. Moi, je venais d'avoir mon bac, j'ai profité de l'occasion. C'était aussi, pour ceux qui se souviennent, 1980-81, c'était une époque de sécheresse terrible. Mon père était paysan, et donc j'étais obligé de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Je me suis retrouvé au centre pédagogique régional de Marrakech à apprendre le français. Il n'y a aucun amour, aucun choix non plus. C'était un moyen de gagner sa vie et celle des miens. Et puis, avec le temps, quelques années plus tard, c'est comme dans les mariages forcés, sauf que moi, ça a fini par un amour. J'ai découvert la littérature et depuis, c'est le grand amour. Et tu nous as donné, à propos de la formation d'un jeune professeur, un roman délicieux qui s'appelle « Grâce à Jean de La Fontaine ». Alors, je ne sais pas. Oui. Oui. Moi, pour ce qui est de la langue arabe, j'ai écrit un roman qui a été publié une première fois en 1985 et réédité en 2008, qui s'appelle « Portrait du géniteur en poète officiel ». Et mon père était un poète de langue arabe qui écrivait dans un arabe classique absolument antique, si j'ose dire. Et quant à la fonction du poète officiel, vous savez ce que ça peut recouvrir. Et donc, j'ai toujours été intimidé par l'excellence de l'arabe que pratiquait mon père. Mais comme je suis par ailleurs de mère française, du fait que mon père avait donc épousé ma mère, eh bien, le français était parlé à la maison et l'arabe était récité par mon père. J'entendais ainsi les plus beaux poèmes de la langue arabe, les plus grands poètes arabes récités par mon père. Alors, je pense que si mon père n'avait bu que de l'eau, j'aurais probablement appris l'arabe. Mais sa récitation des poèmes était quand même quelquefois un peu titubante. Et donc, je crois que ça a été, disons, une des raisons pour lesquelles je ne sais plus dire en arabe que... donc, comme je vais essayer de vous l'enseigner tout à l'heure, la shijara bainana, donc pas de dispute entre nous. Et puis, si je ne m'abuse, la ikra fiddin, c'est-à-dire pas de coercition en religion. Et puis également, kufa anita damouri, c'est-à-dire pourquoi grognes-tu? Oui, bonjour. Merci pour cette rencontre. Abdelatif Chemseddine. Je voudrais vous poser une question à nos invités, à nos amis, à nos compatriotes de Hollande. Quelle est votre posture par rapport à la problématique que vit la diaspora marocaine en Hollande? Je cite deux exemples précis.
Le premier exemple, c'est la rupture unilatérale du gouvernement hollandais de la convention qui unit le Maroc et la Hollande à propos des allocations familiales. Et puis, la deuxième exemple très précis aussi, c'est les propos populistes les propos populistes donc de cet extrémiste en Hollande et qui traite la diaspora marocaine moins que rien, de moins que rien. Quel positionnement ces sujets-là prennent-ils dans votre pensée en tant qu'intellectuel franco-hollando-marocain? Voilà, merci. Si je voulais entrer dans les relations bilatérales marocain-hollandais, je choisis d'entrer dans le monde diplomatique et ne pas être écrivain parce que c'est très très difficile. C'est un dossier très très sensitif, délicat. On a besoin de temps et de gens de bonne volonté pour trouver une solution ou peut-être mieux un lieu de dialogue entre le Maroc et les Pays-Bas. Chez nous, le dossier Maroc, c'est un dossier, on peut dire, chez les politiques, désormais impossible de le prendre dans les mains pour commencer de faire quelque chose, parce que malheureusement, quand vous, Marocains, en Pays-Bas, parlez de Maroc, le Hollandais moyen pense que le Marocain de Maroc sont comme le Marocain de Pays-Bas. Il connecte la problématique de Marocains de Pays-Bas avec le sentiment vers le Maroc. Et malheureusement, le parti populiste d'extrême droite qui sont plus ou moins sévèrement anti-marocains, qui instrumentalisent la position de Marocains chez nous pour gagner de votes, ça ne aide pas à trouver une solution dans le dossier Maroc-Pays-Bas. Comme écrivain, comme intellectuel public, moi j'aime le Pays-Bas, j'aime le Maroc. Je veux que les Hollandais connaissent le Maroc et connaître le Marocain de Maroc, parce que c'est pas. Et pour le connaître mieux, je pense qu'on a besoin d'une ouverture de nous. Non seulement écrivain, mais aussi citoyen marocain Pays-Bas, mais aussi le Marocain Maroc, le gouvernement marocain. Et maintenant, j'arrive à le point plus sensitif, une bonne volonté de notre politicien hollandais pour se mettre en accord avec un Maroc qui n'a rien à voir avec le dossier de le Marocain de Pays-Bas. Et ça, c'est très très difficile pour les politiciens. Ils sont, on se peut dire, ils sont lâches, c'est lâche, oui, ils sont lâches, oui. Je retourne à l'écriture. Yeah, oui, ils sont lâches, oui, ils sont lâches. Et ça, c'est comme ça. L'autre chose, je veux dire quelque chose sur les langues, parce qu'on a parlé beaucoup de la langue et de l'écriture. On a parlé de la langue, les langues de Maroc, l'idée de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une maladie. C'est pas être marocain, c'est pas une maladie, je pense. Je connais le genre qui était schizophrène et n'était pas comme la situation d'écrivain marocain. Non, la condition de langue dans le Maroc, c'est une richesse. C'est une vraie richesse. On doit être capable de prendre responsabilité pour cette richesse. C'est très très difficile parce que nous avons tellement beaucoup de langues. Nous pouvons choisir 3-4 beaux langues d'écrire. Ça donne des problèmes, c'est vrai.
Mais je vous offre une solution quand vous commencez à écrire. Parce que je pense que la vraie écriture, et mes confrères ils peuvent peut-être être d'accord, la vraie écriture commence pas dans la langue. Non, la langue n'a rien à faire avec l'écriture. Parce qu'on dit toujours la langue qu'on a appris à l'école. Non. On a appris la langue à l'école, mais il faut d'autres. Avant qu'on a appris la langue, il y a la langue de mère. La langue de la mère, on a appris sans éducation. Il est déjà là avec la relation maternelle entre l'enfant et la maman, sans éducation, sans l'école. De là commence la relation intime avec la langue. Mais l'écriture ne commence pas là, ça. Non, l'imagination commence quand la mère s'arrête de parler, s'arrête de dire à l'enfant « je t'aime ». Je te caresse. L'enfant, pour la première fois dans son vie, a l'expérience de silence. Et là commence l'écriture, dans la langue de silence. Parce que là, on a inventé quelque chose tellement fort, tellement chaud, tellement intime, qui peut remplacer la langue de la mère. Mais j'aime bien la problématisation de la langue. Je n'écris pas dans la langue de ma mère. J'ai écrit dans la langue qu'a choisi mon père. Parce qu'il est venu de Maroc pour un avenir mieux ailleurs. Il était à Espagne. Il est venu en Espagne. Il est venu, il était à Espagne, il pouvait choisir de rester à Espagne pour avoir des enfants, un écrivain qui écrit dans la langue espagnole de Cervantes. Non. Il est venu à France, à Strasbourg. Chez nous, ils disent le genre de Swaustin. On peut rester à Strasbourg, et là-bas, je peux être écrivain de la langue de Proust et de Mallarmé. Non. Il a choisi d'aller pas à l'Allemagne, mais à Belgique. À Belgique, il peut avoir choisi de rester. Et moi, je grandis pas comme écrivain, mais comme peinture. Parce que le flamand, les Belges, ils ont des grands peintures. Il est venu à le Pays-Bas. Et le Pays-Bas, c'est un pays très petit, avec une langue petite, mais un marché, un amour pour la lecture très grand. Et ça, cet amour de lire, je pense, a décidé pourquoi je suis venu écrivain. Parce que je veux être un écrivain qui donne le plaisir de lecture. Et ça, je pense, c'est la raison pourquoi je suis devenu écrivain. Et on doit remercier d'abord mon père pour avoir de la sagesse de décider d'aller aux Pays-Bas. Dat is een lang verhaal, Abdel. Maar meneer had het over meer een politieke situatie en hoe ik daar tegenover sta. Ik heb jarenlang en ook met de voorganger van die extremist die u bedoelt, ik neem aan Wilders, bij zijn voorganger, Fortuyn, maakte dat een enorme verwarring in mij los. En ik wist werkelijk geen raad met die verwarring, want ik was heel erg gecharmeerd en gefascineerd door die man. En tegelijkertijd snapte ik niet dat hij zulke dingen kon zeggen. En ik was in die tijd een keertje ook op vakantie in Marokko. En ik was 's avonds lekker op het pleintje van El Hoceima aan het wandelen. En het was een heerlijke atmosfeer. De mensen waren vriendelijk. Het was zacht. Het was heerlijk om buiten te zijn. En iedereen was ook buiten. En ik was daar met een vriend en ik vroeg hem, hoe kan dan in godsnaam iemand als Fortuyn nou zeggen dat de islam een achterlijke cultuur is? Want moet je kijken
wat we hier hebben. Dit zie je in Nederland niet. Zulk leven op een dagelijkse avond. Misschien moet jij het nu even, dan maak ik het dadelijk af. Après ma traduction, monsieur voudrait continuer son idée, mais il veut que je traduise maintenant. Abdelkader, c'est vraiment une histoire très longue que tu as tenue là. Donc moi, je dois retourner à la question de monsieur qui parlait et traitait de la situation politique aux Pays-Bas et la manière dont moi je réagis à cette situation. Je dois vous dire que ça fait des années que je m'intéresse et que je suis étonnée par la situation et les propos de ces extrémistes. Je suppose que vous faites référence à monsieur Wilders actuellement et son prédécesseur, monsieur Fortuyn. Leurs propos ont causé énormément de confusion dans ma tête et pendant longtemps je ne savais qu'en faire. Il m'a fasciné ce monsieur Fortuyn d'une certaine manière et je ne comprenais pas comment il pouvait parler ainsi, comment il pouvait imaginer cette situation dans des Marocains. Pendant un voyage au Maroc en été, j'avais passé une soirée dans un village. C'était un temps merveilleux, il faisait doux, tout le monde était dehors, tout le monde était heureux. On prenait un verre avec un ami sur une place et je lui ai demandé, mais comment est-il possible que ce Fortuyn, il traite la culture musulmane ou l'islam comme une culture arriérée? Je ne peux pas le concevoir. Alors, il faut continuer. Maar dat onbegrip heeft plaatsgemaakt voor toch iets meer begrip. Want ik ging wel degelijk beseffen dat die uiting van mijn kant, om zo af te vragen hoe het kan dat Fortuyn kan zeggen dat de islam een achterlijke cultuur is, vond ik bij nader inzien toch een beetje sentimenteel. En ik dwong mezelf om na te denken wat er nou, om de politiek te begrijpen die Nederland beheerste. En ik zie de politiek voor Fortuyn en zijn navolgers zie ik niet zo louter positief. En ik zie die figuren die u als extremisten noemt, Wilders en Fortuyn, zie ik ook niet als louter negatief. Ik vind bijvoorbeeld dat die zogenaamde extremisten wel degelijk iets hebben losgemaakt wat de oude politiek, wat de oude, met name sociaal-democratische politiek, die wist daar geen raad mee. En dat hield met name de Marokkaanse gemeenschap in een slaafse houding, want ze werden toch erg afhankelijk. Tegelijkertijd hebben nu de populisten ervoor gezorgd dat een hoop Marokkanen wel degelijk hun stem zijn gaan laten horen. Ze zijn minder afhankelijk geworden. Ze zijn zich gaan emanciperen in de Nederlandse samenleving. Ze laten zich meer horen, ze doen meer mee, openlijk. Ze laten meer diversiteit toe, openlijk. En dat is iets, dat zie ik toch als pure winst. Alors, petit à petit, cette incompréhension a fait place à de la compréhension dans ma tête. Et j'ai un peu mieux compris que la manière dont je me disais, mais comment est-il possible que Fortuyn traite l'islam comme une culture arriérée, ce questionnement chez moi, je me suis rendu compte que c'est une manière un peu sentimentale de le traiter. Et que du coup, j'ai pris du recul, j'ai commencé à réfléchir, et j'ai compris et étudié un peu plus la situation politique aux Pays-Bas avant les extrémistes et ensuite à partir de la présence des paroles beaucoup plus extrémistes. Et j'ai considéré que la situation avant était pas que positive et que la situation actuelle n'est pas que négative et que avec les propos de ce monsieur Fortuyn, quelque chose a évolué, mais également évolué dans la communauté marocaine. Parce qu'avant cette période, la communauté marocaine vivait d'une manière un peu dépendante, un peu soumise, un peu trop silencieuse, ne s'exprimait pas énormément. Mais à cause de ces propos extrêmes qu'on a commencé à entendre, les Marocains se sont émancipés, se sont exprimés
ont pris de plus en plus la parole, sont devenus plus indépendants et participent davantage à la société néerlandaise et sont plus ouverts et se sont plus également ouverts à la diversité. Donc tout n'est pas si négatif que ça. Eh bien, je voudrais quand même vous signaler, cher public, que certains de nos amis ne sont à Paris que pour encore 24 heures. Et je voudrais aussi qu'ils puissent se promener un petit peu. Oui, il marche. Nous vous écoutons. Oui, ça marche. Bon, j'apporte vite juste une réflexion très rapide. Moi, j'ai été passionné par ce débat parce que il m'a permis d'avancer dans ma réflexion par rapport à une question ou à une double question qui a été tout le temps soulevée en sous-jacence, celle du conflit d'identité de cette nouvelle génération d'écrivains. Je suis Mustapha Saha, juste pour votre information, je suis artiste exposant au 5e étage dans la section écrivains et artistes. Et il y a 3 tableaux de moi qui rendent hommage aux 3 grands écrivains marocains, Driss Chreibi, oui, absolument, au 5e étage ici, à Mohamed Leftah et à Edmond Amran Al-Maleh, voilà, qui sont juste au 5e étage ici. Et donc, ce qui m'interpelle, c'est et le révélateur de cette question de conflit d'identité, c'est la langue. Il se trouve qu'à propos à cette occasion, je vous le passerai, j'ai écrit un manifeste des littératures francophones. Keteb Yassine avait le même problème. Il disait, par rapport à la langue française, la langue française, c'est notre butin de guerre. Et dans ce manifeste, je dis une chose qui est très simple. C'est que la langue française n'est pas la propriété de la France. Voilà. Elle appartient à ceux qui l'utilisent, qui l'enrichissent, qui l'utilisent comme véhicule d'expression artistique. Et il se trouve que moi je suis de la génération d'après-indépendance, bien que j'ai grandi en France, c'est que je m'aperçois, il se trouve que par ailleurs j'occupe des fonctions où je suis au cœur du réacteur, je m'aperçois qu'il y a une reproduction, une perpétuation de l'esprit colonial. Et que dans votre génération, à cause de ce conflit d'identité, vous perpétuez, vous avez intériorisé, comme par atavisme, ce complexe du colonisé dont il faut se libérer définitivement. Comptez sur nous, cher monsieur, comptez sur nous.